Je vais, mais de rien, merci à vous de me le rappeler, surtout. Donc je vais projeter, hop, ce qui me sert pour travailler. Voilà. Alors, dans cet exercice, on nous demande de travailler sur le calcul du coût de revient via la méthode des coûts complets, sur le calcul du coût de revient d'une production de deux produits, des poêles et des wok. D'accord. Alors, on nous donne beaucoup d'informations. Dans ce type d'exercice, une des difficultés, ça va être la masse d'informations, ça va être de traiter la masse d'informations qui nous est fournie. Les informations, elles peuvent se présenter sous formes diverses. Ici, on a un tableau et puis après, on a des informations, je dirais, rédactionnelles. Mais on peut aussi avoir que des informations rédactionnelles, je vais vous montrer, comme par exemple dans l'exercice 2 qui vous est proposé, où ici, on n'a que des informations rédactionnelles. Toutes ces informations, a priori, vont nous servir. Elles vont nous servir pour élaborer donc, ce qu'on appelle le coût de revient. C'est l'étape finale, c'est ce que l'on va chercher à déterminer. Mais on va devoir passer par des étapes. Et dans chaque étape, je vais me servir d'informations qui sont ici données, pas forcément dans l'ordre, bien sûr, des étapes, ce serait un peu trop facile, mais dans un ordre un petit peu anarchique. Donc, il va falloir, avec méthode, vous, vous répartir, voilà, je cherchais mon terme, vous répartir les informations en fonction du moment où vous allez les utiliser. Alors pour ça, il faut connaître le processus de fabrication du bien qu'on vous demande d'étudier. Pour déterminer le processus de fabrication, vous allez vous servir d'un élément qui est ce tableau, le tableau de répartition des charges indirectes. Ce tableau, vous l'aurez tout le temps, tout le temps. Comme dans les 3 exercices que vous avez, on vous donne à chaque fois ce tableau, puisque c'est la première étape du travail que vous devez faire. Ce tableau, il permet de vous déterminer le processus de fabrication. Le processus de fabrication, on le voit à travers les différents centres d'analyse. Ça veut dire que pour fabriquer, que ce soit poêle ou wok, on va avoir plusieurs étapes. On va devoir avoir une première étape qui s'appelle l'approvisionnement, qu'on a pratiquement dans tous les cas. Dans tous les types d'exercices, on va avoir une étape approvisionnement. L'étape approvisionnement, c'est quoi? C'est le centre, on appelle ça un centre d'analyse. C'est le centre d'analyse qui permet de déterminer et d'acheter la matière première nécessaire à la production. Donc l'approvisionnement, c'est les achats de la matière première nécessaire à la production du bien que l'on va déterminer, que l'on va produire. Ensuite, on voit qu'on a 2 ateliers qui se suivent, l'atelier 1 et l'atelier 2, et on nous dit que dans l'atelier 1, on fait un certain nombre de choses, et dans l'atelier 2, à la limite, ce que l'on fait dans les ateliers de production, ce n'est pas très important. Des fois, on va vous le dire, des fois, on ne va pas vous le dire. Ici, en l'espèce, on ne donne pas grand-chose comme information sur les ateliers et la fonction des ateliers 1 et 2. Mais peu importe, on sait que pour la fabrication des poêles et des wok, on doit passer par 2 ateliers, par 2 centres d'analyse. Enfin, une dernière étape, c'est la distribution. La distribution, c'est le centre d'analyse, donc les personnes, globalement, qui vont s'occuper de la vente de nos produits. Je vous ai schématisé ça à travers un petit dessin ici, pour que l'on voit. Donc, la matière première rentre par la partie approvisionnement. Obligatoirement, toujours, il y a une étape de stockage de la matière première. Ensuite, on sort de la matière première pour fabriquer le produit fini. Donc ici, on a un processus de production, de fabrication. Ici, un processus d'achat de matière première. Je vais peut-être même pouvoir faire ça. Logique. Voilà. Un peu mieux ça. Ensuite, une fois que notre produit est fabriqué,
il part en stock. Cette fois-ci, on a un stock de produits finis, PF, produits finis. Et ensuite, on sort des produits finis du stock pour aller les vendre. Et ça, c'est la partie distribution qui s'en occupe. Une fois que vous avez compris comment se déroule la production et, du produit qu'on vous demande d'étudier. Une fois que vous avez compris, maintenant, chaque centre d'analyse, donc approvisionnement atelier 1, atelier 2, atelier 3, chaque centre d'analyse va être étudié. Il va faire donc l'objet d'un tableau que je vous ai présenté en dessous ici. Il va faire l'objet d'un tableau. Dans ce tableau, on a toujours deux parties. Puisque chaque centre d'analyse va consommer deux types de charges, va provoquer deux types de charges. Un, les charges directes, celles qu'on peut définir, celles qu'on peut identifier et qui sont propres à l'activité du centre d'analyse. Et ensuite, des charges indirectes qu'on ne peut pas affecter à l'activité directe, d'accord, qu'on ne peut pas affecter directement à l'activité du centre d'analyse, mais que l'on va globaliser et pour ensuite répartir. Donc vous aurez toujours des charges directes et des charges indirectes. Dans chaque centre d'analyse, là j'utilise le centre d'analyse approvisionnement, dans chaque centre d'analyse, vous aurez toujours des charges directes et des charges indirectes. Alors revenons sur les charges indirectes. Donc vous avez compris, hein, ici on va pouvoir déterminer le processus de fabrication du bien. Et donc nécessairement les 4 tableaux qui vont accompagner ce processus et qui vont permettre d'étudier les coûts qui sont induits par chaque centre d'analyse. Et l'ordre, il est déterminé aussi ici par mon tableau 1, d'accord? Je vais commencer par l'approvisionnement, atelier 1, atelier 2 et ensuite distribution. Donc ici, on nous dit, voilà, dans l'atelier, dans le centre d'analyse approvisionnement, il y a 42 500 € de charges indirectes. Alors ces charges indirectes, qu'est-ce que ça peut être? Ces charges indirectes, c'est des charges qu'on n'arrive pas à estimer et qu'on n'arrive pas à affecter directement aux achats de matières premières. Puisque le but du centre d'analyse approvisionnement, c'est l'achat de matières premières. Alors, ça peut être le coût des locaux, hein, le coût de l'électricité, le coût des frais téléphoniques, etc. Mais on ne sait pas dire que à chaque fois que je passe une commande, il y a autant de frais. Donc, on va globaliser toutes ces charges et ensuite, on va les répartir à chaque fois que je vais acheter ici 1 kg de matière première. L'unité qui permet la répartition, l'unité qui permet cette clé de répartition, c'est ce qu'on appelle l'unité d'œuvre. Et l'unité d'œuvre, on vous la donne. Alors, inutile de tergiverser sur l'unité d'œuvre, d'accord? L'unité d'œuvre, elle vous est donnée, il faut la prendre telle qu'elle vous est donnée, d'accord? C'est ce que la personne qui a établi le sujet a pensé quant à la meilleure répartition des charges indirectes. Donc ici, dans notre premier atelier, dans notre premier centre d'analyse, le centre d'analyse approvisionnement, on répartit ces charges indirectes en fonction des kilos achetés. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est le remplissage ici du tableau des charges indirectes qui va me permettre de connaître le mode de répartition de ces charges. Ici, on sait que c'est par rapport au kilo acheté. Donc je vais devoir aller chercher l'information, combien a-t-on acheté de kilos. Et c'est là où, ben voilà, il va falloir chercher dans toutes les informations ici. Alors moi, j'ai mis des petits codes couleurs, d'accord, et je sais que dans cet atelier-là, je vais utiliser l'information que j'ai mis ici en vert, d'accord, et que ici, on m'a dit qu'on avait acheté 35 000 kg de matière première M et 50 000 kg de matière N. Donc, au total, obligatoirement, on a acheté 85 000 kg. Au total, j'ai acheté 85 000 kg. Ensuite, je vais devoir calculer maintenant quel est le coût de l'unité d'œuvre. Le coût de l'unité d'œuvre ici, c'est 50 centimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'achète 1 kg de matière première,
Il y a le prix, évidemment, du kilo que j'ai acheté, peu importe son prix d'ailleurs. Mais il faut que je rajoute 50 centimes. C'est tous les frais indirects, le coût de téléphone, l'assurance des locaux, le salaire peut-être même des personnes qui se chargent des approvisionnements, etc., etc. Voilà pour la problématique des charges indirectes pour cet atelier, pour ce centre d'analyse. Je vais faire la même chose sur les autres centres d'analyse en allant chercher, bien sûr, des informations. Ici, des informations, par exemple, en rose, que je vais me resservir après. Donc, je sais qu'il y a 1000 heures machines qui ont été consommées dans l'atelier 1 et qu'il y a eu 100 000 euros de charges indirectes. Donc, obligatoirement, chaque heure machine, à chaque fois que je vais faire tourner les machines 1 heure, ça me coûte 100 euros. Pour l'atelier 2, c'est la main-d'œuvre directe. Et bien, à chaque fois qu'une personne travaille pendant 1 heure, ça coûte 40 euros en plus de son salaire. Et ça, pour couvrir les autres frais. Quant à l'atelier de distribution, ici, on m'a dit, voilà, à chaque fois que vous allez vendre 100 euros de produits, ça coûte de l'argent. Parce qu'il faut faire de la pub, parce qu'il faut payer le vendeur, les commissions, etc. Et ça coûte 10 euros. À chaque fois que je vends 100 euros, ça coûte 10 euros. Bon, comment j'ai trouvé mes 9 200 euros? J'ai regardé le chiffre d'affaires. Là, pareil, j'ai été chercher des informations relatives au chiffre d'affaires dans les données qu'on m'a fournies. Et je sais qu'on a vendu 5000 poêles à 40 euros et 9000 wok à 80 euros. Donc, ce qui veut dire que j'ai un chiffre d'affaires total de 920 000 euros et que si je le divise par 100, puisqu'ici on me dit que c'est la centaine d'euros vendus, si je le divise par 100, ça me fait 9 200. Cette première étape est cruciale. Pourquoi? Parce que tous les montants que j'ai retrouvés ici vont me servir dans mes différents tableaux. Donc, obligatoirement, si j'ai faux au premier, eh ben, tout le reste est faux. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première partie du travail qui vous est demandé? A priori, pas de questions, donc on va pouvoir continuer. Si vous ne m'arrêtez pas, moi je continue, je déroule. Moi je considère que je vous laisse la possibilité de poser des questions, de me demander de réexpliquer. J'ai aucun souci pour réexpliquer. On est en phase de révision. Donc, bon, a priori, c'est un chapitre que vous avez déjà vu l'année dernière, mais je sais que c'est un chapitre qui est un peu compliqué, qu'on a un peu de mal à appréhender. Et donc, voilà pourquoi je voulais qu'on le revoie encore une fois cette année. Maintenant, si vous ne me posez pas de questions, je considère que vous avez compris, et moi, je déroule. D'accord? Donc, on va pouvoir attaquer le premier centre d'analyse. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici c'est notre centre d'analyse vert, c'est le centre d'analyse approvisionnement. Dans chaque centre d'analyse, vous allez toujours avoir des charges directes et des charges indirectes. C'est ce que je vous ai représenté ici, charges directes et charges indirectes. Dans le centre d'analyse approvisionnement, les charges directes, c'est toujours le coût d'achat de la matière. Donc je vais regarder combien j'ai acheté de matière. Ici, en espèces, j'ai acheté 50 000 kg de matière N et 35 000 kg de matière M. Les prix d'achat, je les ai trouvés dans les informations qui me sont fournies plus haut. La matière N a été achetée à 3 euros le kilo, la matière M a été achetée à 2,50 euros le kilo. J'ai multiplié et puis j'ai trouvé donc un coût total. Mais pour acheter cette matière, il y a des charges indirectes dont on a discuté tout à l'heure. Et à chaque fois que j'achète 1 kg de matière N, ça me coûte 50 centimes, et à chaque fois que j'achète 1 kg de matière M, ça me coûte aussi 50 centimes. Ce qui veut dire que 50 000 kilos achetés, donc 50 000 fois 50 centimes pour payer les coups de téléphone, etc., etc. Donc ça va me revenir à 25 000 euros de plus. Okay. Pour la partie de la matière M, 35 000 kilos achetés, 50 centimes de charge indirecte par kilo acheté, donc 17 500 euros de charge en plus. Ce qui veut dire qu'une fois achetée, ma matière, une fois qu'elle rentre dans mon entreprise, elle coûte son prix, plus toutes les charges qui ont été induites par le fait de l'acheter. Ce qui veut dire que
50 000 kilos achetés, ils ont été achetés maintenant au prix de 3,50 € le kilo. Enfin, ils ont été achetés au prix de 3 €, mais ils coûtent, leur coût d'achat finalement, il est de 3,50 €, c'est le prix que j'ai payé, plus les 50 centimes pour payer les charges indirectes. Donc, à partir de ce moment-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après l'étape approvisionnement, on a toujours une étape de stockage. Donc, toujours. Ça, vous pouvez le retenir. Voilà, il y a des choses aussi à retenir. C'est que après l'approvisionnement, on stocke toujours la matière première. Alors, dans le sujet, on m'a dit que le stockage se faisait selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Donc là, ça nous renvoie à des méthodes que vous avez vues l'année dernière et peut-être même qu'on l'a revu cette année. Je ne sais plus si on avait fait un chapitre de révision sur les stocks, mais vous voyez qu'ici, il y a une interconnexion entre nos différents chapitres et qu'il faut que je sache comment on opère la méthode des coûts unitaires moyens pondérés pour effectuer et faire mes fiches de stock. Je rappelle qu'on oppose deux méthodes, la méthode des coûts moyens unitaires pondérés et la méthode FIFO, First In, First Out, ou encore appelée première entrée, première sortie en français. Ici, on me dit qu'on va employer la méthode des coûts moyens unitaires pondérés, c'est généralement toujours la méthode qu'on va vous proposer, parce qu'elle est un petit peu plus compliquée. Donc ici, première chose, je dois constater mon stock initial, comme je le fais quand je fais une fiche de stock classique. Le stock initial, encore une fois, c'est une information qui m'est donnée dans le tableau sujet. J'avais 30 000 kg en stock à 3,50 €. Là, je pars de la matière N. Et ensuite, j'ai une entrée. L'entrée, c'est les achats que j'ai faits et au coût d'achat. Donc, je rentre maintenant les 50 000 kg que j'ai achetés. Donc, bien sûr, on va reprendre les données qui sortent du centre d'approvisionnement. Imaginez la matière qui fait son petit bout de chemin, elle était chez le fournisseur, elle a été achetée. Du coup, elle coûte un peu plus cher parce qu'il faut bien payer les gens qui l'ont achetée. Hop, elle est maintenant stockée, et donc elle est stockée au coût de 3,50 €. La méthode des coûts moyens unitaires pondérés m'oblige à faire une réévaluation du prix unitaire après chaque entrée. C'est ce que je vais faire ici, même s'il n'y aura pas beaucoup d'impact. Je dois d'abord additionner le total. Je dois ensuite additionner les quantités. Donc, au total, en stock, j'en avais pour 105 000 et j'ai rajouté 175 000, donc ce qui me donne 285 000 maintenant en stock. J'en avais 30 000 kilos, j'en rajoute 50 000 kilos, donc j'en ai en stock maintenant 80 000 kilos. Je recalcule le coût unitaire. Ici, il ne va pas changer, mais il faut employer la méthode parce qu'il se peut qu'il change. Il ne change pas parce que je fais une entrée au même coût. Si j'avais fait une entrée à un coût différent, alors il aurait changé. Je fais la même chose avec, ici, la matière M. Je prends le stock initial, je fais les entrées donc qui sont issues ici. Les entrées, elles sont issues des achats qui ont été opérés. Donc j'en ai entré 35 000 kilos, toujours au prix que j'ai calculé dans mon centre d'analyse approvisionnement. Et donc ça me donne 47 000 kilos maintenant en stock, au prix de 3 € pour 142 500. J'aurais pu te dire pour un total de 142 500, donc un prix unitaire de 3 €. Une fois que j'ai terminé cette étape de stockage, je vais pouvoir commencer, si je suis mon petit schéma que je me suis dessiné tout à l'heure. Ça, c'est analysé en matière de charge directe et de charge indirecte. J'ai fait mes fiches de stock. Maintenant, je vais rentrer dans la partie production. Dans la partie production, il va y avoir deux ateliers, l'atelier 1 et l'atelier 2. Une fois qu'on commence le processus de fabrication, dans le processus de production, on ne va plus analyser les choses comme je l'ai fait ici en termes de matière.
on va analyser les choses en termes de produits finis. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'il faut savoir. L'approvisionnement s'occupe de la matière, les ateliers ou les centres d'analyse production s'occupent de produits finis. Le produit fini, c'est quoi? C'est une poêle ou un wok. Donc, voilà pourquoi mon tableau suivant, je vais avoir un tableau ici par centre d'analyse, un pour l'atelier 1, un pour l'atelier 2, je vais raisonner en coût de production, puisque c'est la vocation de ces deux centres d'analyse, c'est la production de produits finis, donc je vais maintenant calculer le coût de production des poêles et des woks. Voilà, maintenant donc je raisonne en poêle et en wok. Voici les informations que j'ai utilisées, qui sont issues bien sûr des données que l'on m'a fournies pour l'exercice. Je vous les ai reprises ici. Vous pouvez, vous, très bien, quand vous allez refaire les deux suivants, répartir les informations pour éviter de vous mélanger et de rechercher à chaque fois. Toutes les informations de l'atelier 1, on va vous marquer, voilà, dans l'atelier 1, vous les prenez, vous les mettez de côté, vous les identifiez bien comme informations utiles pour le centre d'analyse numéro 1. Donc, comme je vous ai indiqué aussi, une fois qu'on traite des centres d'analyse de production, on va raisonner en produits finis. Voilà pourquoi poêle et wok. Chaque produit demande de la matière première N et M. Ça, ce sont des charges directes. Et chaque produit, pour être fabriqué, va demander de la main-d'œuvre. Je l'ai identifié parce qu'on l'appelle main-d'œuvre directe. Voilà pourquoi je l'ai identifié comme une charge directe. Alors, maintenant, il va falloir reprendre dans les informations qui me sont données combien j'ai besoin de matière N pour fabriquer les poêles, combien j'ai besoin de matière M pour fabriquer les poêles. Si je regarde ici, on me dit 30 000 kg de matière M ont été utilisés globalement, dont 25 000 kg pour les poêles et 5 000 kg pour les woks. Bon, ben voilà, j'ai ma matière M et je vais répartir ici l'utilisation. Je vais faire la même chose pour ma matière N. Donc avec l'utilisation des deux matières pour la production de mes poêles et de mes woks. Encore une fois, ce sont des informations que je trouve, que je vais pouvoir lire, identifier, même précédemment, quand je vais avoir une vision globale de la fabrication de mon produit. Alors, concernant la main-d'œuvre directe, pareil, c'est une information qui m'est donnée, et on m'indique que 2000 heures ont été utilisées dans l'atelier 1, 500 pour les poêles et 1500 pour les woks. Pareil, je vais reporter dans mon tableau, tout simplement, les données relatives aux heures. On me donne aussi le coût, 15 €. Alors, il faudra faire attention parce que de temps en temps, on peut aussi vous dire qu'il y a un coût de charge sociale pour le calcul des heures. Donc, il faut bien faire attention à cette information-là et éventuellement la prendre en compte. Ici, on ne l'a pas, mais je vous préviens tout de suite, dans l'exercice 2, on l'aura. Voilà. Globalement, j'ai maintenant toutes les charges directes qui sont consacrées à la fabrication des poêles et des woks. Mais il y a aussi des charges indirectes. Elles sont basées sur les heures machines, et je sais qu'au niveau des heures machines dans l'atelier 1, encore une fois, on a utilisé 1000 heures, 400 pour les poêles et 600 pour les woks. Ce sont des charges indirectes, donc normalement j'ai calculé le coût unitaire dans mon premier tableau que j'avais au-dessus, et le coût unitaire ici, il était de 100 €. Ce qui veut dire que en charge indirecte, ça m'a coûté 40 000 € en plus. Donc le coût pour la matière, je vais le chercher par rapport au stock, évidemment. Ça, on l'a calculé dans notre tableau de répartition des charges indirectes. Et donc maintenant, il va falloir que je calcule un premier coût de production. Pour avoir fabriqué combien de poêles et combien de woks, pareil, information qu'on m'a donnée dans le sujet, j'ai fabriqué 6000 poêles.
pour fabriquer 6000 poêles, j'ai besoin d'un total dans l'atelier 1 de 150 500 euros. Donc je vais calculer combien coûte une poêle au stade de l'atelier 1. Après, je regarderai combien coûte une poêle au stade de l'atelier 2. Tout simplement, j'ai fait mon total divisé par la quantité. Même opération de l'autre côté pour la production de 8000 wok. À ce niveau-là, mes poêles et mes wok commencent à être fabriqués. Alors peut-être qu'il y a d'autres opérations, enfin pas peut-être, mais de façon sûre, il y a d'autres opérations qui doivent se situer dans l'atelier 2. C'est peut-être la peinture, c'est peut-être l'emballage, c'est peut-être le conditionnement, etc., etc. Je ne le sais pas, mais voilà, je l'imagine. Donc dans l'atelier 2, mes poêles sortent de l'atelier 1 et rentrent dans l'atelier 2 pour subir d'autres opérations. Donc ici, je vais reprendre le nombre de poêles et de wok qui sortent de l'atelier 1. Au prix, bien sûr, de sortie de l'atelier 1. Et en plus, il va y avoir un autre travail qui va être fait dessus, qui va demander, encore une fois, des charges, ici, des charges directes. C'est la main-d'œuvre directe. La main-d'œuvre directe, je l'identifie, on me dit qu'il y a eu 4000 heures utilisées dans l'atelier 2, 1200 pour les poêles et 2800 pour les wok. Donc, même opération, je vais rajouter les heures main-d'œuvre nécessaires dans l'atelier 2, et cette fois-ci, rajouter aussi les charges indirectes. Il y a toujours un charge directe, charge indirecte, à chaque fois. Les charges directes et les charges indirectes sont basées sur le nombre de main-d'œuvre, d'heures main-d'œuvre utilisées. Donc, je reprends les chiffres ici. Et le coût de chaque heure main-d'œuvre, enfin le coût supplémentaire, le coût en termes de charges indirectes, je l'ai calculé précédemment dans mon tableau de répartition des charges indirectes, il est de 40 euros. Donc je vais avoir ici coût supplémentaire pour la fabrication de mes wok et de mes poêles. Donc ce qui veut dire que processus de fabrication terminé, mes poêles et mes wok coûtent 37,85 € pour les poêles et 47,80 € pour les wok. La fabrication est terminée. Dans mon process, là, je suis arrivé après les centres d'analyse de production, donc je vais stocker la matière finie. Donc je vais recommencer encore une fois les fiches de stock, mais cette fois-ci, je ne vais pas raisonner en matière première M ou matière première N, je vais raisonner en produit fini. Donc, voilà mes fiches de stock, où je vais dire, voilà, j'avais d'abord un stock initial. Encore une fois, c'est une donnée que je retrouve dans l'énoncé de l'exercice. J'avais un stock initial avec un coût. J'en avais 2000 en stock, donc certainement des poêles et des wok qui ont été produits lors de la période précédente et qui n'ont pas été vendus. Donc ça reste en stock, c'est du produit fini. Et elles avaient un coût de production, ces poêles et ces wok, de 35,33 €. Moi, j'en ai fabriqué de nouvelles. Ici, pour les poêles, j'en ai fabriqué 6000 de nouvelles. Donc, je vais avoir une entrée en stock de produits finis, mais vous remarquez que le prix n'est pas le même. Donc là va intervenir tout l'intérêt de mon calcul du coût moyen unitaire pondéré. J'additionne les montants en stock plus l'entrée, donc 70 660 plus 227 100. Ça, c'est la méthodologie coût moyen unitaire pondéré. Normalement, je ne dois rien vous apprendre, vous devez la connaître. Plus 2000 et 8000, et 6000, pardon, ce qui me fait 8000. Donc j'ai un coût total en mélangeant mon stock plus les nouvelles entrées de 297 760 pour 8000 produits. Ce qui veut dire que le coût moyen du produit est pondéré à 37,22 €. Ça, c'est mon nouveau coût de production une fois que je l'aurai sorti des stocks. Je vais faire exactement le même ici avec la partie de wok.
Je vais donc avoir, j'en avais 1000 en stock, j'en ai produit 8000 de plus, donc maintenant j'en ai 9000. J'additionne les coûts et je divise les coûts par le montant, par la quantité pour trouver un nouveau coût moyen unitaire pondéré. Maintenant, on va regarder ce qui a été vendu. Je vous rappelle qu'en stock, là, on en a 8000. On n'a peut-être pas vendu 8000, hein, d'accord? Donc, ce qui va rester, ce qu'on n'a pas vendu, va rester obligatoirement en stock. Donc, qu'est-ce qui a été vendu? Et ça, je vais le connaître par les ventes. Les ventes vont intéresser le dernier centre d'analyse, puisque le centre d'analyse qui s'occupe de distribuer et de vendre mon produit, c'est le centre d'analyse distribution. Ici, ce centre d'analyse, à chaque fois qu'il va faire une vente, ça va coûter, enfin, à chaque fois qu'il va faire une vente, ça va coûter de l'argent. Et ici, on a déterminé que pour 100 euros de vente, 100 euros de chiffre d'affaires, ça coûtait à chaque fois 10 euros. Donc, je sors les poêles de stock à ce prix-là, bien sûr au prix que j'ai fait en stock. D'ailleurs, je vais faire ma petite sortie ici. Bah, j'en ai plus, hein, puisque j'en ai vendu 8000, j'en ai plus en stock de produits finis. Et ici, je devrais en avoir encore un peu. J'en ai vendu 5000, donc obligatoirement, il doit m'en rester 3000 en stock. 37,32 €. Valeur de stock de 101 000 restant. Alors, je vais juste vérifier si j'en ai bien sorti 8000. Juste petite information. Si j'en ai bien vendu 1000, les ventes de WOC, c'est bien 9000 et 5000. D'accord. Pour les deux. Donc, j'en ai vendu 9000 et 5000. Parfait. Ça veut dire qu'ici, j'ai vendu tout ce que j'avais en stock. Hein. À chaque fois que je vends ces produits-là, à chaque fois que je vends pour 100 euros de produits, 100 euros de chiffre d'affaires, ça me provoque des charges entières. Ici, elles sont de 10 euros, donc je vous ai refait le petit calcul pour trouver nos 2000, mais c'est le même calcul qu'on avait fait au départ. Donc finalement, le coût vendu, en prenant en compte le centre d'analyse distribution, le coût ici, il est de 41,22 €. Donc c'est ce qu'on appelle le coût de revient. Là, tout a été calculé, on a la matière première, le process de fabrication, les charges induites par la distribution, tout compris, mon produit me revient à 41,22 € pour les poêles, et pour les wok, le produit revient à 56,57 €. Alors, est-ce qu'il y a à ce niveau-là, d'abord des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et s'il n'y a pas de question, est-ce qu'il y a un élément qui vous interpelle dans le coût de revient, que ce soit des poêles ou dans le coût de revient des wok? Rien ne vous interpelle, c'est très bien. On va... Non, ça va. Alors, ça va sur la compréhension ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle ici? Oui, la compréhension, ça va. OK. Alors, une fois que j'ai calculé mon coût de revient, ce qui était la finalité de l'analyse de mes différents centres, qu'ils soient d'approvisionnement, de production ou de distribution. Une fois que j'ai terminé donc, tous mes calculs, je vais avoir ce qu'on appelle un coût de revient. Un coût de revient ici qui est de 41,22 € et un coût de revient qui est de 56,57 € pour les points. Je vais comparer ce coût de revient aux ventes que j'ai effectuées de façon à déterminer ce qu'on appelle un résultat analytique. Ça veut dire, finalement, est-ce que j'ai gagné de l'argent, mais je vais pouvoir l'avoir de façon analytique, c'est-à-dire produit par produit. Regardons les choses. C'est là où je pensais que quelque chose allait vous interpeller, puisque mon chiffre d'affaires pour les poêles, je vends mes poêles à 40 €. J'en ai vendu 5000, donc fois 40 €, j'ai un chiffre d'affaires
de, euh, de 2000. Mais mes poêles ici, elles me coûtent 41,22 €. Donc, ça me coûte plus cher que le prix que je vends. Obligatoirement, qu'est-ce que ça va donner? C'est un résultat négatif. C'est-à-dire que mes poêles me font perdre de l'argent, puisqu'elles me coûtent plus cher. Elles me coûtent plus cher que le prix qui est vendu, et elles me font perdre de l'argent. Regardons maintenant ce qu'il en est des wok. Les wok sont vendus à 80 €. Mais les wok me reviennent ici à 56,57 €. Donc, on peut imaginer, bien sûr, que les wok vont me rapporter de l'argent puisque je les vends plus cher que finalement leur coût de revient. Donc, les wok, ici, vont me rapporter 210 000 €. Donc, grâce à une analyse produit par produit, en passant par la méthode des coûts complets, je peux déterminer si un produit est plus rentable qu'un autre, et si éventuellement, parce que dans la masse, finalement, le résultat global, si je faisais le résultat global, si je me dis j'ai gagné 204 000 €. D'accord ? Ça, c'est mon résultat global. Mais je vends des poêles et des wok. Qu'est-ce qui est le plus rentable? Ça, je ne sais pas. Si je m'attache que au résultat global qui pourrait nous être fourni, notamment par la comptabilité. La comptabilité pure et dure nous permettrait de savoir que le compte de résultat comptable va nous dire, voilà, vous avez gagné 204 000 €. Bon, bah, c'est super, merveilleux. Mais est-ce que dans le fait de commercialiser deux produits, je peux avoir une analyse un peu plus fine et essayer de savoir quelle est la rentabilité de chaque produit? Et pour ça, je suis obligé de passer par la méthode que l'on vient de voir, celle des coûts complets avec les centres d'analyse, et donc une analyse un peu plus fine de la rentabilité de chaque produit. Ici, je m'aperçois effectivement que j'ai un produit qui est rentable et un produit qui n'est pas rentable. Et que si je devais vendre beaucoup plus de poêles, finalement, ça creuserait un peu mon trou. Quelles sont les solutions par rapport à cette situation? Parce qu'on pourrait très bien vous dire, proposer une solution, ou proposer des solutions par rapport à ça. Vous avez, à mon sens, 3 solutions. Pas de proposition par rapport à ça? Imaginez-vous que vous vendiez 2 produits, un produit qui vous fait perdre de l'argent, un produit qui vous fait gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Okay, je vais vous donner les 3 solutions. Donc, première solution, stopper la production du produit non rentable. C'est une solution, d'accord. Alors, elle est un peu radicale, mais effectivement, on pourrait imaginer se dire, voilà, on arrête la production de la poêle et on ne garde que la production du wok, celle qui nous rapporte de l'argent. Ce qui éviterait de plomber nos comptes. Bon, alors cette solution, elle est un peu radicale parce qu'on peut, alors ici on ne connaît pas le contexte, c'est simplement, voilà, nous on propose une solution
il faudrait bien sûr connaître quand même, est-ce que, justement, vous savez que de temps en temps, on a des produits moins rentables, mais qui sont des produits d'appel, qui permettent de faire venir les gens et de faire acheter autre chose que le produit qui n'est pas rentable. C'est ce qu'on appelle des produits d'appel. On pourrait imaginer que la poêle est peut-être un produit d'appel avec un coût, un prix de vente très bas pour faire venir les gens et leur faire acheter aussi d'autres produits pour lesquels on est beaucoup plus rentable. Effectivement, dans ces cas-là, notre solution, elle ne serait pas forcément très cohérente et très opportune. Mais on ne connaît pas le contexte, donc voilà, nous on se base uniquement sur la partie analyse chiffrée et on pourrait préconiser d'arrêter la production d'un produit qui n'est pas rentable. Deuxième solution que l'on peut éventuellement proposer, ici, qui ne serait pas basée sur l'arrêt d'un produit, mais sur l'amélioration. C'est-à-dire qu'on peut proposer d'augmenter le prix de vente unitaire de façon à le rendre supérieur au prix de revient. Voilà, de façon à le rendre supérieur au prix de revient. Donc ici, par exemple, on pourrait très bien imaginer que on augmente notre prix en le faisant passer par exemple à un prix de vente à 45 €. Là, on serait supérieur à nos 41,22 € de prix de revient, ce qui nous permettrait d'avoir un produit qui ne serait pas ultra rentable, qui ne serait pas au même niveau que le wok, mais au moins qui ne nous ferait pas perdre de l'argent. Encore une fois, quelles sont les limites de cette proposition? C'est qu'on ne connaît pas la concurrence du secteur et on pourrait très bien imaginer que si un concurrent, si la concurrence proposait le même produit ou un produit similaire à 40 € ou aux environs des 40 €, il va être difficile d'augmenter puisque dans ces cas-là, nos ventes en volume chuteraient. Mais malgré tout, juste encore une fois sur les données chiffrées, c'est une solution qui est envisageable. Dernière solution. Dernière solution qu'on pourrait proposer, c'est améliorer le process de fabrication de façon à consommer moins de charges directes c'est-à-dire que si effectivement j'améliorais le rythme de production, j'améliorais la productivité de mes salariés, si mes salariés, au lieu de fabriquer 5000 poêles, dans le même temps, ils seraient capables d'en fabriquer 6000, ça permettrait de faire baisser le coût de production. Et donc, obligatoirement, d'essayer de faire passer ce coût de production en dessous des 40 €. Vous voyez, hein, soit on augmente le prix de vente, soit on baisse le prix de revient ou le prix de production ou le coût de production, de façon à ce que le prix de vente soit toujours passe devant, soit supérieur au prix de revient, ce qui permettrait de générer du bénéfice. Donc voilà les trois solutions que vous auriez pu proposer et entrevoir si on était dans une situation telle que celle-ci. Alors il faut savoir quand même que ici l'exercice il était quand même super intéressant parce qu'on aboutit à une situation où
l'analyse des coûts complets permet de cibler un problème, de cibler une rentabilité négative d'un produit. Et donc, la méthode prend tout son sens quand effectivement on arrive à identifier le problème. On verra que dans les deux autres exercices, on arrive à une analyse de coût, effectivement, mais on ne voit pas vraiment de différence entre les deux produits. Et donc, bon, ben voilà, ça nous donne juste une information, mais ça ne permet pas de prendre des décisions. Ici, ça permet de donner une information, mais c'est aussi un outil d'aide à la décision qui va me dire, voilà, il faut agir, il faut faire quelque chose pour les poêles, puisqu'aujourd'hui, les poêles ne nous rapportent pas d'argent, bien au contraire, nous en font perdre. Au même titre que je pourrais très bien avoir une action sur les WOC, c'est soit, ou bien cumulé d'ailleurs, c'est soit, voilà, j'agis sur ce qui ne va pas, mais je peux aussi agir sur ce qui va bien. C'est-à-dire qu'ici, il faut augmenter la possibilité de vente des WOC, d'accord, en donnant peut-être plus de moyens aux services production, parce qu'on voit que les WOC sont bénéficiables. Agir sur ce qui va mal, mais aussi agir sur ce qui va bien en renforçant son niveau d'activité, notamment par rapport à la distribution. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Vous avez été particulièrement vivant aujourd'hui, je ne vous félicite pas. C'est vraiment le genre de cours que je n'aime pas du tout. Vous êtes sans aucune réaction, et c'est là où vraiment la vidéo me saoule à plus haut point. Donc, dans votre cours, vous avez les deux autres exercices, d'accord, qui concernent ce chapitre. A priori, puisque vous avez tout compris, vous n'allez avoir aucune difficulté à faire ces exercices. Et je me permettrai, lors du cours prochain, d'interroger l'un ou l'autre dont vous les faites, d'accord. Et lors de notre prochain cours, je demanderai à 2, 3, 4 personnes de m'envoyer leur TD. Et je verrai bien ce qu'ils ont fait. D'accord. Si vous n'avez pas d'autres questions, a priori toujours pas. S'il n'y a pas d'autres réflexions, de points à voir, bah écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end et puis on se revoit lors du prochain cours pour la suite de ce sujet. Allez, je vous souhaite bon week-end, bonne journée, ciao à tous.